Salut la compagnie, c'est Jumelon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous fêtons les 90 ans, et oui c'est aujourd'hui, d'Alejandro Jodorowsky, cet artiste chilien touche-à-tout profondément génial que j'ai découvert il y a quelques semaines avec sa BD Lincale, qui m'a fasciné dans le documentaire Jodorowsky's Dune, où on l'entend nous narrer la non-création d'une œuvre qui aurait pu être mythique, et qui m'avait aussi bluffé par son film El Topo, son second long métrage, mais le premier que j'ai découvert de lui, et dont j'ai parlé en vidéo mercredi. Voilà. Il était donc logique que je continue mon rituel d'initiation de cet artiste avec ce qui est considéré comme son œuvre ultime, La Montagne Sacrée, son troisième long métrage sorti en 1973. Et oui, parce que c'est vraiment une œuvre ultime, je ressors de ce film profondément bluffé et épaté. Pareil que El Topo, mais au-dessus encore. Tout ce qui est message politique, analyse artistique, esthétisme, ésotérisme, surréalisme, tout ceci est totalement décuplé encore par rapport à El Topo qui fait figure de brouillon, un brouillon exquis et qui m'avait choqué aussi, hein, clairement, je m'étais senti coupable d'avoir aimé cette œuvre. Bah, pour La Montagne Sacrée, c'est quasiment pareil, sauf que après El Topo, on est un peu plus préparé à ce qu'on va voir, mais même malgré ça, on est complètement estomaqué par ce que nous offre ce cinéaste. Alors, avant d'aller dans les détails, faisons un synopsis rapide, même si ça aussi, ça va être difficile d'être très, très concis, hein. C'est un film en plusieurs actes, trois grands actes, qui, bon, déjà nous présente une sorte d'alchimiste étrange, alchimiste, hein, alchimiste c'est en anglais, un alchimiste étrange, joué par Jodorowsky lui-même d'ailleurs, qui rase deux femmes, il les dénude et voilà, il y a une sorte de rituel bizarre dès le début du film. Mais le premier acte se concentre sur un vagabond, un homme perdu, dont on ne sait rien, qui ressemble au Christ et qui va, après avoir rencontré un allié improbable, une sorte d'homme qui n'a plus de bras, je crois. D'ailleurs, c'est un peu comme dans El Topo, là. Jodorowsky a voulu mettre les petites gens en avant, les gens les exclus, les gens considérés comme difformes, handicapés, voilà. Il a pris cet acteur-là, qui a peut-être d'ailleurs joué dans El Topo aussi, je n'en sais rien. Bref, après s'être trouvé cet allié improbable, il décide donc d'aller dans la ville où il se passe des trucs étranges. Et il finit par monter dans une tour où il va affronter le maître alchimiste qu'on voit au début du film, perdre ce combat, mais ça, c'est la première partie du film. Alors, je détaillerai derrière ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de messages politiques et de symboles dans cette première partie, qui est très intéressante sur ce point-là. Ensuite, la deuxième partie du film, c'est donc l'alchimiste qui initie le vagabond. Il l'a vaincu, mais il l'initie dans un rituel et tout. Il lui fait découvrir sa vraie nature, sa nature profondément humaine. Et il lui présente 7 personnes qui font partie des puissants du monde et qui ont chacun un rôle très très précis dans ce qui est devenu la société moderne. Là aussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques sur le monde qui l'entoure. Jodorowsky a été génialement à la fois subtil et direct avec ces personnages-là. On y reviendra une fois de plus. Bon, bref, vous avez compris, je vais développer quoi. Et la troisième partie qui réunit l'alchimiste, le vagabond et ces 7 hommes qui partent en sorte de rituel, en sorte de quête initiatique pour découvrir sur une montagne sacrée, d'où le titre, le secret de l'immortalité qui serait gardé par 9 sages, voilà, au sommet donc d'une montagne. Voilà. Donc, c'est intéressant, ça nous fait ici un film de presque 2 heures profondément épique, surréaliste, barré, violent, avec du gore, du sexe, peut-être moins que dans El Topo, quoique, quand même, mais génial. Alors, ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai moins de culpabilité que dans El Topo, même si le film lui-même a eu du mal à se faire parce qu'il a dû échapper à la censure du gouvernement mexicain qui avait senti le vent venir et qui avait compris que Jodorowsky voulait faire une sorte de pamphlet avec cette œuvre-là. Et ça n'a pas manqué. Parce que si on doit quand même approfondir maintenant chaque acte, enfin certaines choses de chaque acte,
c'est intéressant de voir que quand le personnage christique arrive en ville, nous sommes dans une dystopie, dictature militaire, qui n'est pas si dystopique que ça, malheureusement, en Amérique du Sud à l'époque. Vous imaginez bien, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, il y a eu pas mal de dictatures. Et Jodorowsky étant chilien, je ne sais pas si le régime de Pinochet était en place ou avait été renversé, ou je ne sais pas exactement, j'ai pas les dates en tête, mais il y a clairement une envie ici viscérale de critiquer ce qui a pu se passer. Voilà. Donc là, une sorte de dictature militaire, on voit des exécutions sommaires, des jeux du cirque improbables, et des touristes en plus qui viennent prendre en photo des cadavres. Enfin, c'est voilà, des défilés militaires avec des cadavres d'animaux dépecés. C'est assez choc. Et ce qui est assez fort aussi là-dedans quand même, c'est une critique avant-gardiste d'une certaine société. À un moment, donc, quand je vous disais qu'il y avait ces touristes qui prenaient des photos de cadavres et tout, c'est un petit peu ce qu'on voit parfois malheureusement de nos jours avec les gens avec leur téléphone qui sont plus prêts à filmer et à prendre en photo des moments difficiles, on va dire, au lieu d'aider leurs prochains ou leurs semblables. C'est terrible parce que quand tu vois ça sur un film qui a 46 ans quand même, bah, tu sens presque que ça aurait pu être réalisé il y a 5-10 ans, que ça n'aurait pas été choquant, quoi. Voilà. Un visionnaire, hein, Jodorowsky, hein, ça se voit, ça s'est vu dans l'Incal. Dans Dune, il allait nous faire quelque chose de profondément visionnaire, tellement visionnaire que ça n'a pas pu se faire. Dans El Topo aussi, on avait senti ça, et là, c'est une évidence, quoi. Ce mec sentait les choses, quoi. Il était en avance sur son temps. Donc, message anti-dictature militaire, anti-impérialisme américain aussi, parce que beaucoup de ces dictatures ont été implantées presque, on va dire, de façon indirecte par l'aide du gouvernement américain. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a eu quelques trucs là-dedans pas très nets. Et à un moment, oui, l'impérialisme américain est critiqué, surtout par rapport aux 7 personnages présentés par l'alchimiste, après on va y revenir, mais là, il y a aussi une critique de la société occidentale dans le sens large. À un moment, on voit des crapauds jouer une reconstitution de l'invasion des conquistadors et du massacre des Aztèques par ceux-ci, par ceux-là, par ces gens-là. Et c'est fou parce que dans toute une scène, l'animal est humanisé et l'homme est animalisé. D'ailleurs, le vagabond christique pousse des cris de crapaud alors qu'à côté, les crapauds jouent des rôles d'humains. Et il y a une critique de l'humanité derrière. La société occidentale aurait déshumanisé l'homme, quelque part. Et c'est assez terrible de voir ici le regard acerbe de tout ça, enfin de Jodorowsky sur tout ça. Et peut-être une profonde nostalgie de certaines choses aussi, une nostalgie de cette perte de la spiritualité de l'humanité. Perte de la spiritualité de la religion aussi. Ça, c'est une autre critique frontale. Alors, Jodorowsky a toujours été critique envers la religion, mais il a toujours été croyant et profondément mystique, donc il croit qu'il y a des choses dans la vie, voilà, un univers, machin, voilà. Et là, il critique profondément les religions monothéistes. C'est pas pour rien qu'il prend ce personnage du Christ qui, à un moment, pris en otage, on va dire, par des gens qui le saoulent et qui moulent son corps et son visage pour en fait distribuer des mannequins à son effigie ou des poupées à son effigie. C'est une critique de la religion qui est devenue en fait plus mercantile qu'autre chose et qui a complètement oublié le côté spirituel de la croyance. Voilà. Donc ça aussi, c'est évident. C'est assez glauque, mais enfin c'est glauque. C'est assez réaliste dans ce qu'il nous montre et c'est assez flippant quand même. Et puis donc les 7 personnages présentés par l'alchimiste au Vagabond sont des représentations de ce qu'est devenu la société capitaliste, de tout ce que déteste Jodorowsky. Il y a un personnage qui est industriel en cosmétique qui fabrique des masques pour soigner l'apparence des gens parce que les gens sont plus intéressés par leur fort intérieur, leur moi intérieur, mais par l'apparence. Il faut bien paraître face aux gens. Il y a une sorte de femme qui représente, qui fabrique des armes, donc qui représente les trafiquants d'armes ou les constructeurs d'armes, de bombes, de trucs chimiques, etc. Avec des tests de drogue, etc. Bref, vous voyez bien hein, le côté militaire va-t-en-guerre des sociétés occidentales. Il y a aussi ce personnage qui possède une usine d'art, déjà une usine d'art, ce qui est assez paradoxal, où l'art perd toute son âme. On voit des trucs qui sont peints par des culs, ou tout tourne autour du sexe, bref, c'est glauque et ça n'a plus d'intérêt. Donc là, Jodorowsky porte un regard très critique sur ce qui est devenu l'art. Et voilà, il y a aussi une fabricante de jouets
qui critique clairement le divertissement de masse. Et on voit des enfants conditionnés à en fait détester avec les jouets, détester leur prochain. Par exemple, ici, ils apprennent à tuer les Péruviens. Donc voilà, là aussi probablement une critique de l'impérialisme américain. D'ailleurs, à un moment, on voit un comic book typique américain, donc c'est clair et net. Voilà, il y a aussi un gars qui bosse pour le président et qui est un conseiller financier qui dit en gros pour régler les problèmes économiques, il faut se séparer de plusieurs millions de citoyens. Tiens, là aussi, ça pourrait être visionnaire un jour, attention. Il y a le chef de la police, grand méchant, qui tabasse les gens. Tiens, ça aussi, c'est intéressant. Bref, voilà, exécution sommaire et compagnie. Et puis, enfin, il y a aussi cet homme, c'est un architecte qui, en gros, précise que les gens n'ont pas besoin de maison, mais juste d'un abri, quitte à ce qu'ils restent chez eux dans leur travail en mode esclave, qu'ils n'aient pas de quoi manger et tout, c'est pas grave, ils feront tout sur leur travail et ils rentreront chez eux que pour dormir sous un toit, sans eau, sans nourriture, sans rien. Tiens donc. Bref, visionnaire, oui, Jodorowsky, oui, mais bon, c'était déjà des problèmes qui, à l'époque, étaient de masse, on va dire ça comme ça. Et puis, ben, il y a le côté initiatique, parce que finalement, le film continue là-dessus, et on retrouve le Jodorowsky qu'on aime, qui essaye d'ouvrir l'être humain à sa conscience. C'est très philosophique, c'est très spirituel. Le dernier acte est très bouddhiste, comme dans El Topo finalement. Enfin, entre l'hindouisme, la philosophie et le bouddhisme. Et voilà, il se passe plein de trucs. Et là, c'est une quête de la spiritualité, même si c'est sous couvert quand même d'un truc qui n'est pas évident. Tiens, la quête de l'immortalité, on serait prêt à abandonner tout argent, toute individualité pour être immortel. N'est-ce pas un peu paradoxal et étrange là-dessus? Parce que la quête de l'immortalité, c'est l'existence ultime, donc ça ne va pas de pair avec l'abandon de l'individualité. Mais pour arriver à cette immortalité, chaque homme, donc tous très individuels, là, donc les sept qui représentent le capitalisme et compagnie, plus le vagabond christique et l'alchimiste, doivent abandonner tout intérêt pour l'argent et compagnie. Et voilà, on se retrouve dans des choses incroyables avec plusieurs obstacles, dont une dernière tentation avant d'atteindre la montagne sacrée, où il y a une critique des drogues aussi là-dedans. Finalement, Jodorowsky ne fait pas non plus une apologie. Beaucoup de gens ont vu là un délire intellectuel ou un truc pro-LSD ou pro-hippie, mais c'est beaucoup plus subtil que ça finalement, jusqu'à la fin du film qui est assez forte, je trouve, à ce niveau-là. Alors, avant d'aborder cette fin voilà, de cette fin, donc en partie spoiler quand même, parce que la dernière scène est culte, mais si je vous la dis là, vous perdez beaucoup de choses. J'ai adoré ce film. J'ai hésité à mettre 10 sur 10. J'ai pas fait parce que c'est pas évident après un premier visionnage. Ce genre de film, si tu le revois, tu vas revoir plein de trucs. Déjà, faire une analyse là en impro ciné-critique, ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi je le fais quand même. Limite, ça mériterait des exceptions et des vidéos à part, mais travailler ça. J'y reviendrai peut-être, hein, quand j'aurai vu plein de Jodorowsky, plus ses œuvres sur l'Incal et puis le documentaire, machin. C'est pas exclu qu'un jour j'en fasse une vidéo travaillée, montée, si jamais l'envie m'en prend et le temps m'en prend, me le permet, pardon. Mais c'est un gars qui fait des œuvres ultimes, quoi. C'est fascinant. Et pourtant, il y va franco. Là aussi, il y a des scènes assez choquantes. Au niveau du sexe, au niveau ouais, voilà, il y a encore des animaux qui sont sacrifiés dans le film, je pense. C'est moins évident, par contre. Il y a l'air d'avoir un peu plus de moyens qu'El Topo. Alors, peut-être cette fois-ci, il y a des mannequins ou des poupées ou des trucs qui ont été construits pour l'occasion. Mais voilà, c'est moins subversif quand même, je trouve. Mais c'est choquant absolu, quoi. C'est déstructuré, mais il y a un vrai message donc de critique et de spiritualité jusqu'à la fin où Jodorowsky s'amuse avec ses spectateurs. Voilà, et c'est génial. La fin porte pour moi le film au rang de chef-d'œuvre. Parce que, spoiler, arrêtez là si vous n'avez pas vu le film, hein, franchement. À la fin, donc ils atteignent la montagne sacrée, voilà, illusion et compagnie, mais illusion jusqu'au bout, puisqu'en fait, là où les sages sont censés être attablés, il n'y a que des mannequins. Et donc les neufs arrivent, Jodorowsky s'assoit et tout, et puis là, il révèle la supercherie, et dit c'était qu'illusion, grosso modo. Et il s'adresse aux spectateurs qui regardent le film, il demande à la caméra, oui, il demande à la caméra, ce n'est plus l'alchimiste, c'est Jodorowsky qui parle à la fin, de dézoomer, et on voit l'équipe technique autour, et en gros, le message final est génial, quoi. Tout est factice, il n'y a pas d'immortalité, non, la quête d'immortalité c'est faux, ça n'existe pas.
Par contre, ils n'ont peut-être pas obtenu l'immortalité, mais ils ont obtenu la réalité. La réalité, c'est nous derrière l'écran, c'est nous qui regardons, c'est nous qui vivons vraiment les choses. Et la vie que nous vivons, nous, là, les personnages n'étaient pas réels, mais vous, derrière l'écran, vous vivez une vie réelle. Et oui, et c'est là qu'il s'adresse ensuite à ces personnages, ces acteurs, on ne sait pas, et il leur dit adieu montagne sacrée, l'illusion, le film. La vie réelle, la vraie vie nous attend. Et c'est génial parce qu'il déconstruit sa propre folie là-dessus. Il nous a amenés dans un surréalisme, machin, tout ça, avec des messages symboliques, esthétiques et politiques, pour nous dire à la fin, il prend un gros risque en disant je vous ai berné en fait, je suis un magicien, c'est de la magie. Je vous ai raconté tout ça, certes, j'ai laissé de moi et tout, mais l'important c'est vous. Vous, la quête de spiritualité, c'était pas mes personnages, c'était vous. Vous avez fait une quête spirituelle à travers ce film. Maintenant, vous revenez dans la vraie vie, vous vivez votre vie. Vous prenez les messages que vous voulez, que vous avez vus dans ce film-là, et vous vivez votre vie. C'est ça le message final. Et Jodorowsky s'amuse avec son propre art ici. Il prend le risque de casser tous les codes qu'il a mis en place, et je trouve ça génial, ça renforce tout pour moi. Et ceux qui pensent que ce film est du coup égocentrique et intellectuel, cette fin prouve le contraire. Et c'est limite, il s'est auto-parodié presque, en faisant une fin comme ça. Il se prend pas au sérieux, le mec. C'est ça le message final. Et pourtant, avec tout ce qu'il nous met avant dans le film, c'est quand même assez incroyable ce qu'il fait. Il nous a proposé une quête spirituelle, un divertissement certes, mais intelligent et métaphysique, pour qu'à la fin on se dise, voilà, maintenant vous éteignez votre écran, vous retournez dans vos vraies vies et vous prenez conscience de ce que vous êtes, que vous ne faites qu'un avec l'univers et tout, ça c'est ces messages spirituels, il y croyait vraiment. Bref, c'est à vous de prendre les choses en main. Et moi je trouve que ce genre de film, c'est ce genre de film avec un message positif et plein d'optimisme finalement. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on voit, des moments difficiles, là oui, des dénonciations politiques, des choses glauques et tout, mais oui, mais bon, ok d'accord, ça existe tout ça, c'est un fait, voilà. Mais vous avez fait une quête spirituelle, vous avez accepté tout ça, maintenant, vivez avec ce que vous êtes, avec vos proches, et vivez la vraie vie. Voilà, parce que la vraie vie vous attend. Quel meilleur message pourrait-on avoir sortant d'un film? C'est génial. On brise le quatrième mur de façon intelligente ici, et c'est profondément magnifique. Voilà. Et ça me rappelle du coup que mon poteau, l'ami Nicolas, administrator, donc qui a une chaîne YouTube et tout, a fait l'analyse de ce plan final il y a quelques semaines. J'avais vu ça sans connaître le film, et j'avais heureusement oublié que ça allait me spoiler le film là, mais avec le recul, je repense à sa vidéo, et je pense que je vais aller la voir là, après avoir enregistré ça, et je pense que c'est clairement ce qu'il a ressenti aussi, un peu ce que je dis là, sur cette fin de film. Bref, la boucle se boucle petit à petit, il y a encore beaucoup de Jodorowsky à voir, mais en attendant, on espère que le monsieur va bien et continue à créer du haut de ses 90 ans, et qu'on lui espère une très longue vie, encore beaucoup de projets, parce que franchement, voilà, on n'a pas envie d'avoir tout vu de lui. Moi, personnellement, je suis loin d'avoir encore tout vu ou tout lu de lui, donc ça me rassure. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.